Bonjour vous autres. Alors, on est le jeudi 6 août. Après le repas, je m'en vais prendre une petite marche. Alors, je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous le nouveau vlog livresque de la semaine. Et je commence ça avec une lecture en cours, finalement, que j'avais commencé, que je n'étais pas sûre de continuer. Puis là, je me suis dit que c'est quand même une lecture courte. Alors, sans plus tarder, c'est le livre Les mots de poussière, dont l'auteur m'échappe malheureusement. C'est publié chez Nathan, dans la collection Cours toujours. Et on est dans un espèce de récit fantastico-horrifique. Donc, on va suivre Maya, qui est une jeune étudiante au lycée et qui, on comprend, vit beaucoup d'anxiété. Sa meilleure amie, c'est Ange. Et un matin, ils doivent se rejoindre à un endroit à côté de l'école avant de commencer les cours. Et Ange n'est pas là. Ça va vraiment faire angoisser beaucoup, beaucoup, beaucoup Maya. Et elle va essayer de la retrouver par tous les moyens. Malheureusement, en essayant de la retrouver puis de retrouver les derniers endroits où elle a été, elle va tomber sur un jeune homme, qui va rire d'elle, dans le fond, qui va l'insulter, vraiment ébranler, disons, ses certitudes, en lui faisant se poser des questions sur comment ça se fait que sa meilleure amie se tient avec elle. Et tout ça va faire en sorte que Maya va basculer dans une espèce d'univers, une espèce d'envers du décor, donc un univers parallèle à l'école, qui représente en fait un peu tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous paralyse. Et c'est un monde qui est habité par la poussière, des monstres de poussière. Et c'est un monde qui dévitalise, qui démobilise, qui démotive. Et plus on y reste longtemps, puis pire c'est. Donc elle va avoir, bien entendu, à se sortir de tout ça, tout en essayant de retrouver potentiellement Ange. Alors, je vous en parlais quand je l'aurais terminé, mais c'est ça. Voici ma lecture en cours. Et puis, j'ai pas d'autre chose à vous dire à part qu'on commence le vlog. Donc, voilà, on se commence ça ensemble en mode marche du soir. Allez, on lance ça! Et bonjour vous autres. Alors, on est le vendredi 7 août. Pas de course, pas de douche encore. Je suis en train de faire un cool down, donc jugez pas, mes cheveux sont comme juste mouillés de chaud. Mais j'ai été stratégique aujourd'hui. Je suis allée courir plus tôt avant que l'air ne devienne irrespirable. Mais bon, voilà, je l'ai fait pas trop longtemps. Good. Je me sens vraiment fière. Alors, je viens vous voir parce que, bon, premièrement, j'ai terminé l'écoute du fameux Cours toujours, donc Les mots de poussière. C'est de Yasmine Diebel, donc chez Nathan dans la collection Cours toujours. Écoutez, celui-là, il m'a moins parlé, donc je pense quand même que c'est un roman qui pourrait être apprécié, même si c'est une collection qui, selon l'éditeur, qui pourrait être pris dès 13 ans. Je vous dirais que c'est du 12-13 ans. Je pense qu'à 12-13 ans, on pourrait recevoir ça sans percevoir qu'est-ce qui, moi, m'a dérangé. Donc, on est dans un monde... J'ai vu qu'il y a une place où c'était qualifié de réalisme magique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, on est dans un monde de réalisme magique. Parce que dans le fond, ça se passe quand même dans la réalité, mais j'aurais dit fantastico-horreur, là. Mais c'est plus réalisme magique, peut-être, ouais. On est comme vraiment dans un monde où l'allégorie est possible, disons, le monde parallèle d'une allégorie peut se vivre, même si a priori c'est pas crédible pour l'héroïne, ça devient possible, disons. Donc on est là-dedans. Écoutez, j'ai trouvé que, bon, comme toujours, ce principe-là des courtes choses, ça se termine sur une espèce de montée en tension et une certaine résolution, mais fin ouverte. Donc, c'est fait justement pour ça, de ce que je comprends. Moi, ça, déjà en partant, c'est sûr, ça me titille un peu. Je suis quelqu'un qui a besoin de retomber un peu sur ses pattes. Des fois, on le sent moins. Dans celui-là, on le sent beaucoup. Donc, si jamais vous attendez une résolution complète, ça n'arrivera pas. Après, c'est un livre qui est ouvertement là pour aborder le sujet de l'orientation. Dans le fond, quand on demande aux jeunes de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie, puis la pression que ça peut leur mettre. Je pense que dans un contexte français, si j'ai bien compris, mais je ne m'y connais pas, je ne vis pas là. Donc, si jamais je suis en champ, vous me direz. Je pense que la pression est
encore plus impressionnante sur les jeunes de faire le bon choix au bon moment que ça peut être au Québec. Au Québec, il y a une pression, on va demander qu'est-ce que les gens vont faire, ils vont faire des choix, mais a priori, c'est pas mal plus réversible, je dirais, que, par exemple, de ce que j'ai compris du système français, où dès que, on arrive à un certain embranchement, si on prend une filière particulière, après ça, c'est ben, tout se fait, là, vous allez me dire, mais c'est bien difficile de rechanger de voie après. Donc, la pression est là tôt pour les jeunes de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis de savoir qui ils sont, puis de voir s'ils sont capables d'affirmer qui ils sont alors qu'ils sont à un âge adolescent où on se cherche encore. Donc, c'est ce que j'ai perçu. C'est ce qui est ouvertement amené. Euh, on sent beaucoup les ficelles de l'excuse pour une conversation sur ce sujet-là, du soutien psychologique potentiel, engager la conversation. Ben ça, j'ai déjà dit. Euh, on, on- en tout cas, moi, j'ai senti vraiment beaucoup j'ai vu beaucoup les ficelles de ça. C'est pas pontifiant, mais disons d'un point de vue adulte, je dirais que, ou ado plus vieux, là, tu sais, à 13 ans, même 12-13 ans, mais je vous dirais, mais mettons à partir de 13-14, ils savent là, où vous vous en allez avec ça. Fait que je trouve ça dommage parce qu'on le perçoit beaucoup, puis j'ai l'impression qu'avec peut-être un travail un peu différent au niveau éditorial, on aurait pu justement utiliser cette espèce de fantastico. Bah, réalisme magique. On va dire que c'est ça, le réalisme magique et tendance horreur. On aurait pu miser là-dessus pour que justement on se laisse emporter par cette voie-là, puis qu'on fasse confiance assez au lecteur aux jeunes lecteurs pour qu'il tire lui-même ses conclusions. Là, on épelle énormément ce qu'on est censé comprendre de cette histoire-là et ça m'a dérangé. Donc, j'ai pas. Tu sais, je vous dirai même pas la note que j'ai mise. Je veux pas. C'est juste que c'est pas pour moi. Puis je trouve que pour un jeune, j'aurais peut-être moins de facilité à le conseiller. En tout cas, peut-être en contexte québécois, j'ai l'impression que c'est moins ça. J'aime vraiment beaucoup, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé l'idée du principe du monde parallèle, de comment ça fonctionne justement, puis qui est en fin de compte, ben, l'héroïne évidemment, c'est la jeune amie qui va partir à la recherche de sa meilleure amie, mais il y a aussi quelqu'un qui est là, puis qui a un rôle important, qui est Madame Diallo, qui est une préposée à l'entretien, mais qui va finir par jouer un rôle important dans ce monde-là où la poussière a un grand rôle. Et là, évidemment, on ne parle pas juste de la poussière littéralement. Donc, tout ça, je trouvais que c'est des éléments intéressants. Les personnages, le contexte de base, le rôle de Madame Diallo, les deux mondes. Mais je sais pas, au niveau des dialogues, au niveau des liens narratifs, on a, à mon avis, trop voulu souligner à grands traits, on a trop voulu expliquer. Puis je trouve que pour la littérature ado, la frontière est tellement mince, on n'a pas beaucoup de jeux pour perdre ou gagner un lectorat. Donc, ils sont super intelligents, les ados. Hein? Fait que juste, il faut faire attention. Je trouve ça dommage parce que c'est un super gros. Je trouve que c'est un livre qui a un potentiel géant. Je pense, comme je vous dis, pareil, qu'il pourrait trouver son public pour les 12-13 ans. Peut-être, tu sais, fin sixième année, puis premier trimestre du secondaire, le secondaire 1, là, aussi au Québec. Là. T'es un peu, tu sais. Puis tu vois déjà ça qui arrive à l'horizon, là, cette espèce de moment-là où les gens choisissent, puis tu as une idée de ce que ça peut être comme positif ou négatif, puis ça peut justement t'habiter puis te créer de l'angoisse. Donc, à ce moment-là, j'ai l'impression que peut-être de le voir en amont, peut-être qu'on est un petit peu moins peut-être perceptif par rapport à ces genres de ficelles-là. On se laisse plus volontairement encore, on n'est pas trop loin encore de l'émerveillement de l'enfance ou de jouer à la partie jouer à quelque chose de l'enfance. Je pense que ça pourrait justement se faire. Mais après ça, pour plus vieux, je suis pas totalement certain, alors que certains romans de la collection Court toujours, ça fonctionne très bien pour les plus vieux. Donc, voilà pour ma lecture. Après, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je ne savais pas trop où m'en aller. Puis finalement, ça faisait longtemps que je voulais lire un tome de cette série-là. Puis, ben, parce que je me disais juste, je ne vais pas gaspiller mes heures de livre audio pour ça, dans le sens où j'avais déjà des lectures qui étaient plus intéressantes pour moi. Mais là, j'avais envie de retrouver ces personnages-là. Donc, je me suis lancée dans le tome 4 de la série des Washington Post de M.W. Craven. Donc, là, je l'écoute en français. J'ai la misère à le trouver en anglais. Des fois, j'arrive à les trouver en anglais, mais en audio, rarement. Là, en livre et en audio, j'avais de la misère à les trouver. Donc, je me suis dit, bon, ça va être correct. Donc, je l'écoute en livre audio aux éditions Telem. Et c'est, voyons, je vais vous le dire. C'est donc L'ombre d'un héros de M.W. Craven.
aux éditions Télém en livre audio. Le narrateur, c'est David Furlong. Voilà, donc on retrouve Washington Poe et son incroyable acolyte Mathilde Bradshaw, qui, pour rappel, Washington Poe est un policier qui s'enfarge absolument pas dans les mailles dans lesquelles qu'on devrait considérer de la bureaucratie et de ce qui peut être fait et pas fait. C'est-à-dire qu'il veut toujours arriver à quelque chose de juste et à trouver la vérité, mais il a horreur de toute la bureaucratie, disons, non justifiée qui fait en sorte que des fois, il ne peut pas arriver à ce qui est censé arriver. C'est un policier qui a vécu des traumatismes dans le passé quand même, puis qui essaie de se remettre de ça, puis qui est un peu bourru, puis qui n'est pas trop habile avec genre, les relations sociales, dans le sens où les gens le respectent beaucoup, mais il a tendance à bardasser un peu. Il me fait un peu penser potentiellement à... Je me souviens plus c'est quoi son nom. Berg? C'est son nom. Dans Jussi Adler-Olsen, l'unité alphabet. Donc, il y a un peu l'espèce de caractère bourru de l'inspecteur comme ça, de Jussi Adler-Olsen. Donc, c'est un peu pas mis à part, puis pas paria, mais disons que ses boss sont pas toujours super de bonne humeur avec lui. Mais là, dans ce cas-ci, on a sa boss qui est quand même un peu compréhensive, même si elle ramène souvent l'ordre. Et Mathilde Bradshaw, c'est une jeune femme qui est analyste. En fait, elle fait partie de l'unité des crimes. Je me souviens plus. C'est comme l'analyse des crimes majeurs ou je sais pas trop quoi. Et c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui vit avec une certaine neurodivergence, comme pas toujours. C'est pas identifié clairement, mais on comprend. Les réalités neurodivergentes qu'elle vit sont mentionnées, mais c'est pas rentré dans une case de neurodivergence claire. Donc, c'est une personne qui a une intelligence extraordinaire, qui a une grande passion pour les mathématiques, la mathématique pure, et qui a fait des grandes études très tôt, donc à 13 ans, elle était déjà à l'université. Mais à un moment donné, elle est comme un peu bifurquée, alors qu'a priori, on s'attendait d'elle qu'elle devienne une espèce de rat de recherche, entre guillemets, puis qu'elle est toujours en train de faire utiliser son cerveau en mode théorique tout le temps, mais elle va finir par postuler pour cette espèce d'unité d'analyse-là pour devenir une analyste des données pour justement essayer d'aider, dans le fond, soutenir dans les enquêtes. Et elle va croiser le chemin de Washington Poe dans le premier tome. Ça ne sera pas facile parce que, ben écoutez, c'est un peu typique. C'est dans le sens qu'elle est atypique parce qu'elle a des réalités neurodivergentes, mais c'est un peu typique de ce qu'on peut percevoir souvent dans certains cas de neurodivergence, dans le sens où, avec son intelligence extraordinaire, puis le fait qu'elle ait été déracinée d'un milieu social qui était lié à son âge assez tôt, puis qu'elle n'a pas nécessairement beaucoup d'aptitudes sociales, elle est totalement décalée, elle est incapable de décoder les codes sociaux, elle va dire ce qu'elle pense systématiquement parce que pour elle, quand on y pense, puis que c'est réel, puis que c'est vrai, il faut le dire. Elle a tendance à être beaucoup crédule et tout ça parce qu'elle n'a pas beaucoup expérimenté la vie. Puis ça rencontre avec Washington Poe qui est absolument comme l'inverse dans le sens où il s'est bien navigué, en tout cas là-dedans, dans tout ce qui est convention sociale. Ben, au départ, ça va avoir fait des flamèches, puis après ça, il va s'être rendu compte que, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui est super doué dans ce qu'elle fait, une expertise assez surprenante, ben finalement, il va s'être comme pris d'amitié pour cette femme, cette jeune femme-là, puis vraiment une amitié solide. Donc, on va les voir évoluer, mais ils sont a priori des partenaires professionnels, mais on va les voir évoluer là-dedans. Puis c'est toujours intéressant parce qu'évidemment, ça, c'est des antipodes. Donc, dans ce tome 4-là, j'ai pas voulu la quatrième de couverture parce que je voulais pas me divulgacher. De ce que je comprends, ça commence sur un supposé vol de banque qui finit par se terminer par un meurtre, de ce qu'on comprend. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et après ça, ben, on va aller extirper Washington Poe d'un procès au civil auquel il est obligé d'être soumis parce qu'il y a des réalités qui se développent dans les premiers tomes. Puis là, c'est pas quelque chose de criminel, c'est vraiment un truc plus genre sa maison est sur un terrain qui fait partie d'un parc national, puis il y a des choses qu'il a faites comme modification qu'il n'aurait pas dû. Donc, c'est ce genre de truc-là. Là. Donc, ils vont l'extirper ce procès-là parce que, dans le fond, on a besoin de lui pour être sur une scène pour un meurtre, mais il n'en sait pas trop. Moi, je viens de terminer là, je suis allée courir, puis on en est à... Il se fait extirper de ce procès-là par deux personnes qui refusent de s'identifier, donc imagine que c'est potentiellement les services secrets. Donc, je m'en vais là-dedans. Le narrateur est super bon, donc je passe un bon moment. Puis je suis super contente de retrouver ce duo-là. C'est des personnages qui sont vraiment extraordinaires parce qu'ils sont pleins de défauts, puis que c'est trop cool, puis que leur dynamique est... Oui, ils allaient dire c'est archétypal quand même. On a souvent le bourru et l'espèce de super intelligente, puis qu'ils finissent par se rencontrer quelque part. Mais le lien qu'il y a entre eux deux, on y croit vraiment. Fait que c'est toujours intéressant de les retrouver. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Après, j'ai reçu super tôt, en plus, je ne sais pas, ils se sont enchaînés vite, mais j'ai reçu un autre
un autre envoi du Brambleton Mail Club. Et donc, ben, c'est le chapitre 11. Je vais finir par tous les avoir ouverts avec vous pour ne pas l'avoir lu. Mais voilà, j'en vais ouvrir ça ensemble. Parce que, tu sais, quand même. Alors, hop, hop, avec le seau. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Donc, maintenant, c'est comme assez standard. Avant, on avait plus de variété dans les accompagnements. Là, ce que j'ai compris, c'est que ça va être les fameuses cartes, les cartes exclusives. Donc, cette fois-ci, on a un château. Comme ça. On a un miroir en autocollant, si j'ai bien compris. On a une scène avec deux personnes qui ont vraiment pas l'air de bien aller, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'air d'être très heureux. On a un personnage qui s'appelle Barnabas Podbury. Je sais qu'il est louche, lui. Il a l'air sympathique, là, mais... Et on a évidemment le chapitre 11 et le fameux Daily Bramble. Alors, voilà pour cet envoi-là, que je suis toujours contente de recevoir. Mais dans le fond, c'est ça. Je soutiens l'écriture de ce roman-là parce que c'est écrit chapitre. C'est un roman feuilleton qui est produit chapitre par chapitre. Puis, comme je vous dis, a priori, à la fin des envois, on va recevoir le roman complet. Donc, je continue cette aventure de soutien créatif, mais je trouve vraiment sympathique. Je trouve ça trop cool. Donc, voilà pour le Brambleton Mail Club. Et j'ai reçu un envoi que... Bon, c'est plus gros, il n'y a pas grand-chose à voir. Un envoi que j'ai... Une précommande que j'ai faite. Je vais ouvrir ça tout de suite. Donc, une précommande que j'ai faite, ça concerne une autrice québécoise qui s'appelle Jessica David et qui, sur les réseaux sociaux, a annoncé depuis 1 an ou 2, vit avec un diagnostic de cancer du sein stade 4, d'un type de cancer qui est comme hyper virulent. Et puis depuis, je pense, 3-4 mois, elle avait eu des mauvaises nouvelles, là, ça s'était comme un peu répandu. Il y a eu des campagnes de financement, de la sensibilisation et tout. Puis, dans le fond, j'essaie un peu de la soutenir en quelque part dans son espèce d'aventure elle essaie de profiter de tous les moments possibles. Puis, ça se pourrait pareil que ça bouge. A priori, un stade 4, c'est terminal, mais bon, on ne sait jamais des fois. Donc, et entre-temps, ben, pendant cette espèce d'année-là qu'elle essaie de passer en se disant qu'elle ne sait jamais combien de temps il lui reste, mais elle essaie de passer, elle a 2 jeunes enfants. Et il y a un de ses enfants qui a demandé Maman, est-ce que tu peux écrire une histoire pour moi? Puis là, ben, dans le fond, elle a décidé d'écrire une histoire et de faire un album. Et ben, c'est cet album-là que j'ai précommandé. Il va être disponible dans les librairies. Il a été auto-édité par l'autrice. Il va être disponible dans les librairies, je crois, au courant du mois d'août. Et en faisant la précommande, il y avait une partie, un 5 je pense, de profit qui était remis à, si je me souviens bien, la Fondation pour le cancer. Je me souviens plus c'est pourquoi, là, mais bref, fait que je l'ai fait pour la soutenir aussi. Donc, c'est celui-ci, ça s'appelle Jardiner son cercle de Jessica David. Donc, publié, auto-édité. C'est même dédicacé au début, c'est écrit « À t'appelle, jardine ton cercle ». Donc, c'est illustré par Laurie Forêt. Et voilà, maintenant on va donner des petites illustrations. Et peut-être une autre. Et ce que ça dit, c'est... je vais vous lire la 4e de couverture. Dans son cercle, Victor découvre sa famille, ses passions et ses rêves. Il apprend aussi que certains jardins changent, rétrécissent ou demandent qu'on les cultive autrement. À travers les mots simples et tendres de son grand-papa, il comprend peu à peu que le bonheur ne dépend pas de la taille de notre cercle, mais de ce qu'on choisit d'y faire pousser. Même le plus petit cercle peut contenir une mer de possibilités. La citation du grand-père, c'était « Grand-papa dit que le bonheur, c'est comme un cercle jardin autour de nous. On y cultive ce qu'on aime et il faut en prendre soin. » Donc, a priori, vous allez me dire, je viens de parler de quelque chose dont on comprend les ficelles pédagogiques. Celui-là, c'est clairement un livre pour essayer de se concentrer sur comment on peut arriver à cultiver des choses autour de nous, des rencontres, des liens qui nous rendent heureux. Puis, ben, dans le fond, elle écrit ça pour son enfant. Donc, je trouvais la démarche intéressante. Puis, j'avais lu un petit extrait, puis je trouvais que ça semblait bien amené. Évidemment, c'est pour les plus petits, donc c'est sûr que un plus grand va nécessairement sentir un peu plus les ficelles. Mais dans ce cas-ci, c'est annoncé comme ça, donc je me sens pas, disons, flouée. Je le sais que c'est ça, puis je trouve ça intéressant.
Ça me fait un peu penser au principe de Jacques, pas au principe, mais comme par exemple l'album jeunesse Jacques Tafougère, qui est un album d'accompagnement finalement, nécessairement, c'est pour apprendre certaines habiletés sociales et tout ça, et de comportement, mais c'est quand même ludique, mais on le sait que c'est ça qu'on va aller chercher. Dans ce cas-ci, c'est quand même ça. Puis en plus, avec l'histoire qu'il y avait derrière de l'autrice, ben, je trouvais que c'était intéressant. Donc, disponible tout bientôt dans vos librairies. Peut-être pas toutes, mais beaucoup de librairies, ça je le sais. Donc, Jardiner son cercle de Jessica David en auto-édition. Et voilà, super long segment, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Je vais me préparer pour aller au travail et puis ben, on se reprend quand je peux. On nous présente un milliard de personnages, elle sait pas qui c'est, nous on sait pas qui c'est, et personne nous expliquera. Donc faut s'accrocher au début. Je le dis parce que moi au début je me suis dit non mais je vais pas kiffer en fait si je comprends rien. Hello vous autres! Alors, on est le lundi 10 août. Lundi 10 août. Et comme d'habitude, je suis en congé et je viens d'aller prendre aller manger dans un petit café tranquillou, sans aucun agenda, aucun plan. Puis, ben, en fait, je vous ai pas repris depuis un petit bout. J'ai eu le temps de terminer l'écoute du très haletant, finalement, très haletant, L'ombre d'un héros de M.W. Craven. C'est un excellent tome de cette série-là. J'ai adoré retrouver les personnages de Washington Poe, de Tilly. Celui-là, il est assez teinté secret défense, mettons. Super intéressant. Ça amène des questionnements assez troublants sur justement qu'est-ce qu'on la vérité à tout prix, qu'est-ce que ça a comme impact, qu'est-ce qui se cache derrière les réalités officiellement transmises. On aborde même aussi l'impact de combat, donc de soldats, en fait, le retour des soldats, le post-combat pour les soldats. Donc, syndrome post-traumatique, mais aussi juste la conscience qu'on a, l'espèce de dynamique d'obéissance systématique sans poser de questions. Donc, ça travaille beaucoup sur les apparences, évidemment, sur les apparences à la fois très près de nous, puis sur les apparences globales, donc au niveau social, au niveau sociopolitique. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'était super bien fait. Est-ce que c'était un coup de cœur? Je ne sais pas. 4 étoiles et demie. Donc, vraiment, c'était une excellente lecture. Excellente lecture. Le narrateur c'est David Furlong, je pense que je vous avais dit. Excellent. En français, bon, OK. Il y avait de l'argot. Il y avait de l'argot dans certains dialogues, dans les descriptions, mais c'était plus des termes spécifiques qui, j'imagine, avaient été donnés avec un niveau de français qui était, de français, un niveau d'anglais plutôt qui était, mettons, familier, puis que, en fin de compte, en traduction, comme c'était fait à partir de la France, il n'y avait pas vraiment le choix de prendre ces termes-là qui étaient plus argot. Mais il n'y avait pas trop disons, ils n'ont pas décoré, entre guillemets, les dialogues avec encore plus d'argot. Donc, j'ai trouvé ça correct. Ça reste une traduction française qui a été faite en France avec les repères français. Ça ne m'a pas trop dérangé. On est quand même vraiment dans retrouver les personnages. Celui-là est quand même un petit peu plus rythme thriller. Donc, puis comme on est vraiment le côté un peu... est-ce que ce qu'on perçoit est vraiment ce qui est vraiment? Bien, on est tellement pris par l'intrigue, les machinations, comment on va comme lecteur être bousculé dans nos certitudes que, a priori, la traduction ne m'a pas trop dérangé. Donc, si jamais vous voulez l'écouter en français, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai écouté en livre audio, comme je vous disais. Je pense qu'il est paru en papier, L'ombre d'un héros, ou en tout cas, il est en numérique. Il existe en numérique déjà. Je ne sais pas s'il est paru au Québec, mais en numérique, il est là. Puis après, ben finalement, j'ai enchaîné. Je pensais pas m'enligner là-dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça va être une lecture au long cours, mais je l'avais emprunté à la bibliothèque. Ça a pris des mois avant que ce soit mon tour. Puis là, ben, dans le fond, pour le livre audio. Puis ben, en fait, là, c'était rendu mon tour.
je l'avais emprunté il y a quelques jours, presque une semaine, en me disant, ben, au pire, je vais voir si jamais je change d'idée. J'avais très hâte de potentiellement m'y plonger, mais c'est vraiment un commitment. Donc, sans plus vous faire attendre, je suis donc en train de lire le tout nouveau Catherine Stockett, qui, si je me souviens bien, était l'autrice de En français, La couleur des sentiments. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Moi, je n'avais pas lu Catherine Stockett, je n'avais pas lu La couleur des sentiments. Donc, c'est mon premier. Et on parle ici de The Calamity Club. Donc, je l'écoute en livre audio. C'est une version à 2 narrateurs parce qu'on a comme plusieurs points de vue, mais particulièrement 2 points de vue principaux. Et ça se passe à Oxford, État du Mississippi, en 1933. Donc, contexte entre-deux-guerres, post-crash boursier. Dans un milieu du sud des États-Unis, on y suit 2 personnes différentes. Donc, on y suit Meg, qui est une jeune fille de 11 ans, qui malheureusement est dans un orphelinat qui s'appelle le Lafayette, je pense, Asylum for Orphans, chose comme ça. Et malheureusement, dans le fond, sa mère, du jour au lendemain, a disparu, alors qu'elle avait une bonne dynamique avec sa mère, que sa mère ne se laissait pas trop imposer les choses aussi. Puis, ben, du jour au lendemain, elle n'est juste jamais revenue à la maison. Donc, elle s'est ramassée dans un orphelinat. C'est une jeune fille très brillante. Malheureusement, la directrice de l'orphelinat l'a comme un peu pris en grippe. Puis, elle était un peu comme condamnée à pas... elle est un peu condamnée à genre... Elle ne peut pas aller à l'école, elle est obligée d'être enfermée dans un bureau toute la journée. Tu sais, on sent là, la maltraitance un peu. En même temps, on sent que c'est une jeune fille très vive d'esprit, comme je vous disais. Donc, est-ce que ça va vraiment être ça qui va se passer? Donc, on comprend un petit peu son contexte. On a le point de vue, disons, de l'intérieur de l'orphelinat. Dans cet orphelinat-là, à 12 ans, les filles quittent l'orphelinat pour aller travailler dans une usine, alors qu'on est dans un contexte où habituellement les emplois se font très rares parce qu'on est entre deux guerres, comme je vous disais, puis c'est après le crash boursier. Donc, c'est ce qu'on dit. Je me doute que ça ne doit pas être exactement ça qui se passe, malheureusement. Donc, j'imagine qu'il faut que je me brace myself pour quelque chose d'encore pire. On a vraiment l'ambiance, bon, évidemment, sud des États-Unis, donc on est dans le sud, entre guillemets, profond. Donc, on a quand même beaucoup le côté... ben, la relation entre les personnes noires américaines et les personnes américaines non noires, plutôt les personnes blanches, entre guillemets, ben, c'est pas top, parce que dans le Sud, même s'il y a eu la guerre de sécession, puis que techniquement tout le monde s'est libéré, ben, ça demeurait comme encore une perception là depuis longtemps. Il y a encore beaucoup, dans un contexte où il y a encore beaucoup de personnes en position de service aux personnes riches ou aux personnes qui ont des moyens, qui sont des personnes noires, malheureusement, avec des employeurs qui sont blancs. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là. À travers ce contexte-là, donc, on va également voir débarquer finalement à Oxford, Mississippi. Voyons, j'ai oublié son nom. J'ai mal à la tête aujourd'hui, donc... mais oui, je sais, c'est lundi, je l'avais dit, c'est classique. Mais comment elle s'appelle donc déjà? Birdie. Donc, Birdie, qui, elle vient d'un tout petit village, une bourgade encore plus dans le creux du Mississippi, et qui a vécu avec sa mère, sa soeur et sa grand-mère pendant très longtemps, parce que son père, ils l'ont perdu trop jeune. Puis, ben, elle se débrouille comme un peu, mais ils sont vraiment pauvres, ils sont sur le bord de perdre leur maison parce qu'ils sont en retard dans leur paiement pour les hypothèques. Puis c'est une époque où tout le monde perdait sa maison là, après le crash boursier, pauvre et riche. Et Birdie va aller rejoindre sa sœur, Frances, qui est à Oxford, vient tout juste de se marier à quelqu'un de notable et relativement bien aisé, en fait un directeur de banque, un directeur adjoint de banque qui s'appelle Rory Tart, je pense. Et elle s'est comme coupée complètement de sa famille quand c'est arrivé. Quand elle est partie de là, elle voulait toujours partir de son village. Puis quand elle a fini par prendre la décision de partir, elle s'est juste coupée complètement. Elle n'a même pas invité sa famille au mariage. Puis, ben, en fin de compte, au début, la mère de Birdie et Frances s'inquiétaient. Puis, à un moment donné, elle a envoyé Frances pour prendre des nouvelles, mais aussi pour essayer de demander de l'argent parce qu'ils sont vraiment dans la chenoute. Donc, Frances débarque là. C'est un personnage
extraordinairement délicieux. Donc, qui est plus vieille, qui est une, entre guillemets, vieille fille, qui reste à la maison pour aider, parce qu'il faut bien quelqu'un qui aide et tout ça, qui a été très tôt confrontée au fait que finalement, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle va avoir eu une grosse infection au niveau de son appareil reproducteur, puis finalement, ça va jamais, ça va faire en sorte qu'elle a perdu complètement sa capacité à pouvoir procréer. Et ça semblait pas nécessairement être une de ses priorités, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait rien. Donc, elle évolue dans un rôle de fille qu'on attend qui reste à la maison. Donc, mais c'est vraiment une femme à tout faire. Son père, il a montré plein d'affaires, super débrouillable. Elle a zéro la langue dans sa poche. Mais genre vraiment, et c'est ça qui est savoureux. Puis, elle est très typiquement du Sud, mais elle a comme pas de leur lieu de naissance, mais c'est... Elle n'est pas honteuse de ça, elle est comme vraiment, tu sais, elle est fière de ça, puis c'est juste que, bon, elle débarque chez sa sœur. Puis là, ben, elle débarque chez sa sœur parce qu'elle se rend compte que sa sœur, elle a pas... Elle s'est mariée vite. Elle n'a pas vraiment dit exactement qui étaient eux autres là-bas. Elle a compté des petits mensonges, mais qui se font une grosse différence. Puis plus ça va aller, puis plus elle va se rendre compte que finalement, ça a l'air un peu troublant dans la maison chez sa sœur. Ça a l'air un peu étrange. Son beau-frère dit qu'il travaille toute la journée, mais elle l'a comme croisé alors qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas aller voir sa femme, mais que finalement, elle l'a vu dans une voiture. Ils sont en grosse restriction des dépenses parce que ben, c'est une période difficile. Puis dans le fond, le banquier dit, ben on n'est pas pour avoir, mettons, trop de personnel de maison ou faire des grosses sorties. Ça paraît mal. Je veux dire, les gens perdent leur maison. Les gens, fait c'est comme plus pour les apparences, mais bref. Puis là, plus ça va, puis plus on sent qu'on va en apprendre beaucoup là-dessus. C'est extrêmement bien écrit. Bon, sans surprise, j'imagine, pour ceux qui ont déjà lu du Catherine Stockett. J'adore la version audio. C'est vraiment bien. Mais la raison pour laquelle j'attendais, c'est que ça fait 29 heures en livre audio et j'arrive pas à mettre la main sur la version numérique anglophone pour le poursuivre, pour l'accélérer un peu aussi en lisant. Donc, je sais pas si je vais le terminer dans ce vlog-ci. Je vais en faire un bout. Au pire, vous l'aurez sur 2 vlogs. Mais c'est pour ça que j'hésitais, parce que je me disais, ben, pour vous, ça va être un peu plate comme semaine si je suis toujours sur le même livre. Mais en même temps, je lis pas pour vous. Je m'excuse, no offense, mais je lis pour moi. Fait que je me suis dit, bah, OK, je l'ai commencé. Puis quand j'ai vu que j'accrochais, ben, je me suis juste dit, ben, ça va être ça la lecture, ou peut-être ça sera la lecture de la semaine. Donc, je vous tiendrai au courant de ce que potentiellement, je vais percevoir sans trop vous en dire. Peut-être que là, après ça, je ne peux plus vous dire grand-chose sur, disons, l'intrigue pour ne pas vous divulgacher. En même temps, c'est tellement une fresque énorme que j'imagine que ça en prendrait beaucoup pour que je vous divulgage quand même, parce que ça va quand même assez lentement. C'est un rythme, comme on a 2 points de vue, c'est quand même assez... ça prend bien son temps pour installer le contexte. Les relations sont tranquillement évoquées. C'est pas... si vous cherchez un livre au rythme rapide, c'est sûr que moi, après avoir lu le M.W. Craven, puis après ça, je tombe dans Catherine Stockett, c'est pas du tout le même rythme. Là. On n'est pas... Évidemment, il y en a un, c'est un thriller, un polar thriller, mais je veux dire, on n'est pas du tout dans le même rythme. Donc, ça me fait un peu penser à... Qu'est-ce que ça m'a fait penser? Ça me fait un peu penser à un mélange entre John Irving et Margaret Mitchell. Mais vraiment avec la verve un peu de John Irving, le côté sudiste, disons, de Margaret Mitchell. Donc, pas toujours moralement correct. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent jusqu'à maintenant. C'est paru en français. C'est paru en français ou ça va paraître en français? C'est paru en français, je pense, en livre audio. Je pense que le livre en tant que tel n'est pas encore paru ou va paraître sous peu à la rentrée littéraire. Donc, mais ça s'appelle le Calamity Club, en place de The Calamity Club. Alors voilà, donc sur ces bonnes paroles, je me redirige au cœur de ma journée de congé avec un ciel bien gris. On sent que ça va nous tomber sur la tête. Et puis, ben, je reprends quand je peux. Hier soir, j'ai bien clôturé des vlogs. Ce plan est pas ouf, mais c'est pas grave, on se rencontre en congé parce qu'on va partir en week-end, j'ai pas le temps. Hey, salut! On se retrouve finalement encore avec moi vaguement essoufflée en prenant une marche. Je vais juste partager avec vous le fait que ça ne me tentait pas vraiment de sortir de la maison, mais que je suis sortie et que j'ai réussi à me convaincre parce que le livre que j'écoute est trop excellent. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais excellent. Je suis prise.
Ça se peut que je le finisse pas dans ce vlog-ci, mais ça se peut que je le finisse parce que, juste trop bon. Alors voilà, c'était mon avis express sur ma lecture en cours. Excellent, personnage fort révoltant, un peu beaucoup de mystère, des choses qu'on subodore, qu'on espère qui sont pas avérées, mais qui, j'imagine, après 29 heures, vont potentiellement s'éclaircir un peu. Et ben voilà, je passe un excellent moment. Alors, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire, à part le fait que demain, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois et que je vais m'arranger pour aller acheter un livre québécois, même si c'est pas particulièrement facile parce que dans mon coin, vu que j'habite en campagne, il n'y a pas de librairie indépendante très proche. Il y en a une, mais c'est plus une librairie quand même qui fait partie d'un gros groupe, puis j'avais vraiment le goût de soutenir une librairie indépendante. Puis je pense que la plus proche, qui serait encore ouverte après le moment où je termine ma journée de travail, ça serait à 1 heure. Donc, est-ce que je vais faire ça demain? Je sais pas trop. Donc, on verra. Et puis, ben, c'est ça. Je vais vous tenir au courant. Je vais vous amener avec moi, c'est sûr. Puis, ben, sinon, ben, jeudi, je travaille aussi en librairie. Donc, vous pouvez me dire que je pourrais attendre au jeudi 13 août. Puis l'acheter à cette librairie-là, qui est une de mes librairies préférées. Mais l'idée du 12 août, c'est quand même la journée même. Donc, vu que je suis un petit peu psychorigide là-dessus, ça se peut quand même que demain, je fasse une petite aventure pour aller dans une librairie indépendante. Sinon, je ferai un achat peut-être en ligne et je compléterai mes achats le 13, mais juste à dire, ça me tente moins. Fait que voilà, suspense, vous saurez demain qu'est-ce qu'il y en est. Allez, à demain. Journée de boulot terminée, vite en librairie pour le 12 août, donc je vous amène avec moi. Et coucou vous autres, alors me voici de retour de ma super saga du 12 août. J'ai fait vraiment ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai fait en tout 2 heures aller-retour de trajet pour aller soutenir une librairie indépendante qui malheureusement est menacée par un grand géant qui a décidé de se mettre à côté d'elle alors que ça fait des années qu'elle est ancrée localement dans la ville. Je pense que la ville, les citoyens la soutiennent quand même pas mal, mais à chaque fois que j'ai une occasion, j'essaie d'aller la soutenir. Donc, c'est la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et voilà, donc j'ai fait une giga récolte. J'ai pas pu m'en empêcher. Et grâce à ça, j'ai eu le fameux tote bag de l'année, qui est vraiment cool cette année. Il est fait par... c'est Axel Lenoir, je pense, c'est ça son nom? Il me semble que c'est ça. Axel Lenoir. A. Lenoir, une BDiste. Puis voilà, donc vraiment cool. Et voilà, donc tote bag, parce que je n'en avais pas suffisamment, n'est-ce pas? Et ben, écoutez, je vais vous montrer ça en vrac. Je m'étais quand même préparée parce que j'allais arriver tard, puis bon, finalement, la librairie fermait plus tard parce qu'ils se sont adaptés, parce que le 12 août, quand ça tombe un mercredi, c'est plus difficile parce que dans le fond, les gens travaillent toute la journée. Absolument, les librairies ferment à 6 heures ici au Québec. Puis ben, la plupart des gens terminent à 4h30, 5h, 5h30. Donc, bon, voilà. Donc là, ce soir, ça ouvrait plus tard, mais je n'étais pas sûre. A priori, j'allais à la librairie pour les soutenir, mais aussi parce que mon copain avait vu qu'il y avait un nouveau documentaire dans la collection Mini Punk chez La Bagnole. Pas qu'il connaissait vraiment cette collection-là, mais moi, je la connais, je l'adore. C'est eux qui avaient fait un documentaire, entre autres, sur Voivode. Donc, c'est des documentaires biographiques sur des artistes absolument hors normes. Donc, il y en a eu un sur Claude Gauvreau, il y en a un sur la thrash metal au Québec, il y en a un sur la lutte au Québec. Et celui-ci, c'était sur, là, vous allez dire, c'est pas si hors norme, mais c'était sur Leonard Cohen, donc Leonard Cohen, mais sur particulièrement la notion de spleen, expliquée aux enfants à travers la vie, œuvre de Leonard Cohen. Quand même. Donc, le voici. C'est donc, oups, désolé. C'est donc Leonard Cohen, le spleen expliqué aux enfants. C'est illustré par Cyrus chez La Bagnole, collection Mini Punk. Puis, ben, c'est ça, juste pour montrer un petit aperçu. Il faudra que je fasse toujours comme ça. C'est peut-être pas la page la plus parlante, là, le plus typique de Cyrus, disons, c'est peut-être plus ça.
Voilà, donc très hâte. En fait, je l'ai lu au complet tantôt, mais je vais le relire une deuxième fois avant de vous en parler. Mais a priori, c'est un cadeau pour mon copain parce qu'il adore Leonard Cohen. Cyrus, c'est un artiste que sa famille et mon copain connaissaient pour juste personnellement comme humain. Donc voilà, j'ai bravé ma gêne. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas quelqu'un qui va voir les auteurs ou les créateurs pour leur demander des dédicaces. Je suis toujours absolument terrorisée. Mais là, comme c'était pas pour moi, puis j'avais dit que j'allais le faire dédicacer, je suis allée, mais j'étais vraiment gênée. Mais bon, c'est quelqu'un de super sympathique. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, j'avais vu passer ça. J'ai hésité à l'acheter en langue originale parce que ça a été écrit en anglais en premier, mais je me suis dit que j'allais en plus soutenir une maison d'édition. Dans l'autre aussi, c'est une maison d'édition québécoise, ça allait me dire, mais bon. Bref, je l'ai acheté en français parce qu'il était là. Et c'est le premier roman graphique d'Arizona O'Neill qui a été traduit de l'anglais par Daphné B., qui me semble... Elle n'avait pas écrit un truc, c'est-tu elle, je me mélange. C'était un essai sur l'impact du maquillage. Je me souviens plus. Donc, Arizona O'Neill est une autrice et illustratrice de Montréal. Elle a illustré des œuvres de Nelly Arcan, des œuvres de Heather O'Neill, qui est sa mère. Et elle a fait plusieurs bandes dessinées, je crois, qui sont plus des strips dans les revues. Animation et tout ça. Donc, on parle ici de son premier roman graphique qui est Opioïdes et organes d'Arizona O'Neill chez Alto. Alors, cette couverture quand même. Et dans le fond, ce qui s'est vendu comme une espèce de relecture de Frankenstein. Donc, ça dit à l'arrière, lorsque son père se retrouve en état de mort cérébrale en raison d'une surdose de fentanyl, Arizona est encouragée à faire de ce drame un bienfait en donnant ses organes. Des mois plus tard, cette décision continue de la tourmenter. Accompagnée d'un lézard sarcastique et d'une tendre créature cadavérique, elle plonge dans l'histoire des sciences médicales afin de mieux comprendre les injustices qui sous-tendent l'utilisation des corps des uns au bénéfice des autres. Avec un ton à la fois inquisiteur et drôle et une esthétique délicieusement vintage, Opioïdes et organes expose les côtés les plus discutables de la pratique du don d'organes, tout en offrant une touchante exploration de notre mortalité. Quand même, je ne vais pas résister. Puis en fait, à l'intérieur, c'est pas aussi disons, glauque que dans la couverture, je vous dirais. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Comme ça. Et où il y a quand même un peu de notion haute, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi peut-être sombre que cette couverture pourrait laisser entendre. Donc, celui-ci, roman graphique, docu, BD, c'est pas clair, fiction, documentaire, BD. Ensuite, j'avais, qu'est-ce que je vais vous montrer? J'ai beaucoup de jeunesse, mais c'est parce que je les avais vus passer, ça c'était des nouveautés, puis je voulais absolument m'y procurer. Puis j'ai deux trucs qui m'ont fait, un truc pour adultes qui me fait sortir de ma zone de confort, l'autre qui est plus dans ma zone de confort. Donc, ça, les deux que je viens de vous montrer, ça me sort quand même de ma zone de confort. La collection Mini-Punk, je les adore, mais le côté, ben, quoi que non. Non, le Mini-Punk, non, mais Opioïdes et organes, j'étais pas sûre. Mais en lisant la quatrième, ça me tentait. Après, ben, écoutez, c'est la parution du plus récent tome de La Bande du Myland, il me semble, La Bande du Myland. Oui, donc d'Isabelle Arsenault chez La Pastèque. Donc, c'est le tour de tome d'Isabelle Arsenault. Puis enfin, en fait, c'est ça, c'est que La Bande du Myland, c'est des enfants qui se rencontrent par le biais d'une ruelle du Myland. Donc, eux autres, la ruelle est derrière chez eux, puis c'est là qu'ils jouent, puis c'est là qu'ils apprennent à se connaître et tout. Puis cette fois-ci, on va, j'imagine, suivre Tom. S'il me semble que c'est une histoire sur l'estime de soi, comme quoi, des fois, il faut oser essayer de faire quelque chose, même si on n'est pas sûr que ça va fonctionner. Bien, de ce que j'imagine, je ne sais pas si c'est parce qu'il apprend à faire du vélo, mais à 2 roues, mais ça semble être ça. C'est toujours super agréable. Il y a un découpage, des fois, qui est un peu plus BD, même si c'est du roman graphique, là. Mais il y a des fois aussi où c'est des pleines pages, puis ça pourrait à la limite faire penser à un album jeunesse, mais avec des phylactères. J'adore cette collection-là. Donc, si vous ne la connaissez pas, je pense qu'il y en a comme 3 ou 4 autres dans la même collection. Je ne sais pas s'ils les ont mis. Ils ont pas mis. Mais il me semble qu'il y en a 3 ou 4 autres. Donc, texte et illustration d'Isabelle Arsenault chez La Pastèque. Ensuite, on va y aller, on va faire du 1-1. Ça, c'est ce qui me sort de ma zone de confort en adulte. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux, puis ça me tentait vraiment. Donc, c'est des auteurs, autrices que je voulais découvrir depuis longtemps, puis je n'avais pas eu l'opportunité de le faire, donc je me disais pourquoi pas. C'est publié aux éditions Michel Quintin, et c'est un recueil d'histoires. Donc, 3 autrices qui ont écrit 3 histoires avec une contrainte commune.
Puis c'est un recueil, si j'ai bien compris, qui va être saisonnier. Donc là, on a ici celui qui est automnal. Et c'est celui-ci. Donc là, c'est la série Millefeuille, le tome 1. Ça s'intitule Épices d'automne. Et c'est un recueil qui a été écrit par Joanny Boutin, que c'est longtemps que je veux découvrir, Catherine Francoeur et Marianne Girard. Dans le fond, à l'arrière, ça dit « Le village de Sainte-Clémence bourdonne. C'est le festival d'automne. Des kiosques colorés bordent la rue principale, le labyrinthe a pris forme dans le champ de maïs démassé, le tricoton va bientôt commencer et les touristes débarquent. Dans ce décor où la saison des feuilles mortes s'étire à l'infini, l'insomnie de Léa devient le point de départ d'une série de rencontres avec un inconnu plutôt mignon. La semaine de lecture de Chloé se transforme en escapade dans un chalet en compagnie d'étrangers, même si son anxiété sociale crie non merci. Et des retrouvailles avec un ancien crush pourraient permettre à Bonnie de se retrouver elle aussi. Donc vous voyez un peu, c'est vraiment 3 autrices différentes qui ont décidé de faire quelque chose qui se passe dans la... J'imagine ça fait très Gilmore Girls, en tout cas, quand on lit ça. Donc, ils se retrouvent tous dans le village de Sainte-Clémence, donc ambiance small town. Et puis, ben voilà. Donc, ça ressemble à ça ici à l'intérieur. Le choix graphique de de Michel Quintin est particulier. L'utilisation de la mise en page est un peu... Ben, je sais que c'est peut-être mineur, mais pour moi, quand il n'y a pas de marge comme ça, il y a plein de marges ici, mais ça, c'est non pour moi, ça. Mais c'est pas grave. C'est un livre qui est très agréable à ouvrir, en fait. Il se tient comme super bien, puis j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc, 3 autrices du même coup. Voilà. Quand je disais que c'était peut-être hors de ma zone de confort, c'est qu'absolument, je crois quand même que c'est plus des feel-good qui écrivent ces autrices-là. Mais j'ai rien contre les feel-good, mais c'est toutes des autrices québécoises, fait que des fois, peut-être qu'ils font à leur manière, puis ça me conviendrait peut-être plus qu'une plume anglophone, qui est peut-être plus dans un carcan qui est moins mon genre. Ensuite, en jeunesse, il y a une nouveauté qui s'intitule La course à l'alphabet de Daniel Chaperon et Marina Léon. C'est chez Monsieur Ed, que j'adore comme éditeur jeunesse. Il ne sort pas beaucoup de titres, mais à chaque fois, c'est la chose à avoir entre les mains. Et si j'ai bien compris, parce que là, je n'ai pas le résumé, c'est ça à l'arrière. Donc, ben, c'est une course à l'alphabet. Je crois que c'est un moment où soit le Y n'existait pas, où il va se passer... Ah, nice! OK, fait c'est un album jeunesse, mais avec, par moment, du découpage BD. Trop cool! Mais ça peut être aussi en mode comme ça. Fait que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais que ça parle de l'alphabet. J'imagine que le Y a l'air de se penser mieux que tout le monde, mais voilà, j'ai envie de découvrir ça. Ensuite, ça, c'est grâce à A Book and a Cup. Merci, Élise de A Book and a Cup. Parce qu'elle est en train de lire, puis ça m'a donné vraiment envie de le découvrir. C'est publié chez À lire. À lire, c'est absolument du policier science-fiction québécois. Et science-fiction fantasy québécois, je me semble que c'est ça. Puis c'est une grille graphique que j'ai toujours détestée, les éditions à lire. Mais là, on dirait que pour celui-là, c'est pas si mal. Ça va. Je vais vous montrer d'autres couvertures à un moment donné, là, mais c'est quelque chose. Et c'est surtout que là, Gauthier Langevin, c'est, si je me souviens bien, un auteur de BD. Moi, en tout cas, je l'ai connu. Il a fait la série bande dessinée Far Out. Et puis il a été aussi attaché politique. Puis là, ben, dans le fond, finalement, il se lance dans un premier roman de science-fiction dystopie et c'est celui-ci qui s'intitule 10-30. Oups. Donc, s'intitule 10-30 de Gauthier Langevin de chez À lire. Et à l'arrière, ça dit « Depuis que ses parents l'ont exilée de force au Québec pour éviter qu'elle soit mêlée à leur lutte révolutionnaire aux États-Unis, Chloé McGrath ronge son frein dans le camp de réfugiés 10-30, gagnant son pain grâce à son art, le tatouage. Assoiffée de justice, elle s'inquiète du sort des insolvables, ces personnes surendettées dont on ne retrouve plus la trace. Charles, fils aîné de la célèbre et richissime famille Ogilvy, sait où sont ces fameux insolvables car il a été témoin des ententes que les malheureux ont conclues avec son clan pour éviter l'emprisonnement. Quand il apprend qu'une jeune tatoueuse vient de faire un coup d'éclat lors d'un événement politique télévisé, il pense avoir enfin trouvé une alliée qui lui permettra à la fois de s'affranchir de sa puissante famille et surtout de révéler au monde le sort des insolvables. Toutefois, comme la plupart des célébrités de son époque, Charles doit s'assurer que ses plans concordent avec ceux de sa conteuse, qui gère les moindres détails de sa trame narrative. Beaucoup d'éléments. Je vais voir si ça se mêle bien ensemble, mais a priori, ça m'intrigue. Donc, celui-ci. Et enfin, le dernier et non le moindre, un petit Les 400 coups, aux éditions Les 400 coups, puis je ne fais pas résister. C'est comme un faux documentaire. C'est comme un album docu
fiction d'une faune fictive. Ça s'intitule Le Prouteur rayé. Oui, j'ai 5 ans. Je trouve ça encore drôle, le joke de Pete. Donc, Le Prouteur rayé, pardon, voilà. Et c'est indiqué en sous-titre pour tout savoir sur ce rongeur méconnu. Ça a été créé par Anne Leblanc, Marianne Paquet et illustré par Orbi. Donc, Orbi. Et à l'arrière, tout simplement, c'est indiqué « Il pète plus vite que son ombre ». Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire d'autre. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire du prouteur qui est un animal méconnu et qui, en fait, est responsable de tous ces paix que personne ne revendique. Donc, à chaque fois qu'on est à quelque part, puis là, quelqu'un pète, puis là, ça fait juste sentir, puis tout le monde dit « Ah non, mais c'est pas moi, c'est pas moi ». Il semblerait que c'est le prouteur, le responsable. Donc, juste quand même. Donc, voilà pour celui-ci. Et c'est ce qui conclut ma giga pile d'achat pour le dozo. On achète un livre québécois. Le concept de ça, c'est sûr que ça s'est commencé il y a plus que 10 ans, je pense. Ça a été lancé il y a plus que 10 ans par 2 auteurs québécois, autrices québécoises, qui essayaient justement de trouver une façon de faire rayonner la littérature québécoise. Parce que c'était un peu un trou l'été où il n'y avait pas beaucoup de ventes, puis ils essayaient de la faire connaître. Puis, en fait, les gens sont tombés en mode solidarité assez rapidement, puis c'est devenu un événement annuel assez incontournable pour que maintenant les maisons d'édition québécoises prévoient des sorties en fonction que ça soit disponible le 12 août. Donc, avant, on n'avait rien au début août. L'été, c'est des mois de parution qui étaient vraiment morts. Puis, on avait vraiment la rentrée littéraire en phase avec la rentrée littéraire européenne au début septembre, fin au début septembre. Mais là, maintenant, il y a plein de sorties qui se passent au début du mois d'août au Québec pour qu'ils soient disponibles à temps dans les librairies pour le 12 août. Donc, ça a quand même changé le paysage. Bon, après 10-11 ans, il y a évidemment des détracteurs, des choses que, les gens font juste comme, en fait, c'est pas juste une journée qu'il faudrait les soutenir, c'est tout le temps. Puis maintenant que les éditeurs ont un peu emboîté le pas, ce qui est un peu dommage, ce que je comprends dans la trame de ce qui est un peu reproché, c'est que à l'époque, ça permettait à des auteurs qui étaient peut-être moins connus ou qui avaient moins la place de paraître à l'automne, parce que c'est toujours les grands noms pour qui on réserve la place à l'automne pour qu'il y ait le plus de chances possible d'être vendus. Ça permettait à des auteurs de justement avoir une certaine visibilité, mais qui n'est pas nécessairement à l'automne. Donc, un éditeur ne pourrait pas permettre de faire parce que c'est pas un assez grand nom pour leur vente. Mais avec le 12 août, ça permettait d'avoir une espèce de mise en lumière de ces auteurs-là. C'était pas nécessairement des nouveaux auteurs, mais ça peut être des auteurs juste dont on n'arrivait pas à parler beaucoup dans les journaux. Et puis, c'est juste que là, maintenant, certains grands noms vont quand même être mis par les éditeurs, finalement, en amont du 12 août pour être sûr que ça soit là. Donc, a priori, ça défait un petit peu comme l'idée de base, mais bon, je demeure quand même quelqu'un qui veut participer à ça. Là, encore plus, je suis allée en librairie indépendante, donc ça me permet de soutenir aussi un membre de la chaîne du livre qui est super importante aussi pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, pour mes convictions. Puis en plus, j'ai eu un tote bag magnifique. Donc voilà, c'est tout. Ce long segment, mais j'ai hésité à vous le faire parce que j'étais super fatiguée, mais j'étais comme, il faut vraiment que je fasse absolument le déballage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce déballage-là, je suis toujours autant captivée par ma lecture audio, comme je vous disais. Je suis rendue à la moitié. Je pense pas que j'aurai le temps de le finir avant la fin du vlog, mais je suis déjà rendue à la moitié d'un livre audio de 29 heures que j'ai commencé il y a 2 jours. Il y a 3 jours? Il y a 2 ou 3 jours. Ce qui est quand même impressionnant. Et j'écoute, moi, en vitesse 1. Je ne fais pas d'accélérer. C'est trop prenant. Donc, je vous en reparle. J'espère que je n'aurai pas besoin de faire le suspense puis vous en parler juste dans le prochain vlog, mais on verra bien. Alors, voilà. À tout de suite! Et coucou vous autres. Alors, on se retrouve le jeudi 13 août en studio mobile, post-boulot, éclairage de fin de journée, donc désolé pour plusieurs couleurs. En fait, je reviens parce que finalement, j'ai, comme je vous ai dit, lu directement hier, en revenant du 12 août, le fameux petit album, en fait, le fameux documentaire de la collection Mini Punk chez La Bagnole, qui s'appelle Leonard Cohen, le spleen expliqué aux enfants. C'est une œuvre de Cyrus. Et la collection des mini-punks, je les adorais vraiment, comme je vous ai dit. Ça aborde, disons, tout ce qui est en lien avec la musique ou ce qui est vraiment en dehors de la norme, dans une espèce d'esprit un peu punk pour les enfants.
Il y en avait eu un récemment sur Claude Gauvreau, puis je trouvais qu'il avait quand même réussi à aller chercher l'essence de ce personnage-là, qui a priori nous apparaît pas nécessairement comme destiné aux enfants, si tant est que c'est une notion qui existe. Alors, Leonard Cohen, le spleen expliqué aux enfants, a priori, c'était déjà un peu un plan assez audacieux. Donc, en effet, on va vraiment proposer aux enfants de plonger au cœur de l'intériorité de Leonard Cohen et de comment, très tôt, il a compris qu'il ressentait de la tristesse sous différentes formes, puis que plutôt que de se laisser comme écraser par la tristesse, il a comme décidé de l'explorer à 100%. Peu importe où ça le menait, ça l'emmenait dans des coins très sombres. En gros, on met un peu de l'avant, entre guillemets, par le biais de cette notion-là, le fait que plutôt que de se sentir écrasé par ça, Leonard Cohen a tout vécu avec intensité, même si ça l'a amené dans des coins très sombres de lui-même, puis qu'au moment où justement il avait peut-être peur de plonger, il est entré en contact avec la musique, puis ça lui a permis en fait d'exprimer cette exploration-là de la tristesse qu'il y avait en lui. Donc c'est un peu ça comme le résumé. J'avais hâte de voir ce que ça allait être au niveau du visuel par Cyrus, parce que Cyrus, je l'avais connu dans Évoque la valise, qui était son premier opuscule en roman graphique. Il fait absolument du livre pour adultes. Il y a un univers très... un mélange un peu de mouvance remplie d'émotions, un peu d'essais un peu chiffonnés, je dirais. Puis des univers quand même assez sombres. En tout cas, Évoque la valise, ça de toute façon abordait un sujet qui était assez particulier, entre autres une partie de son expérience qu'il a vécue malheureusement dans le système pas la DPJ, mais je pense de vivre en foyer, si je me souviens bien, ça fait vraiment longtemps. Donc, je savais pas trop où il allait s'en aller. Il s'en va quand même dans une version, je dirais, il a exploré une version pour enfants de Cyrus, mais sans pour autant se dénaturer, ce qui est super intéressant. Après, ça demeure quand même très sombre, parce que c'est l'approche visuelle de Cyrus, mais parce que ce qui était proposé comme texte, c'est quand même, on propose vraiment à l'enfant d'aller à un endroit qui peut être à la limite déstabilisant. Donc, dès le départ, on voit même Leonard Cohen qui essaye d'explorer ce que ça pourrait faire, par exemple, de vouloir mourir. Il ne veut pas mourir, il n'est pas en dépression, mais il explore cet état-là. Donc, évidemment que Cyrus, il fallait quand même qu'il puise dans tout ça. Donc, assez intéressant. Je dirais que j'aimerais ça voir comment un enfant peut le recevoir. Je pense qu'a priori, j'avais dit à Cyrus que je l'ai rencontré finalement parce que je me suis déjeunée, puis je suis allée le voir, puis j'ai fait signer le livre, comme je vous disais, mais j'avais dit, ben, tu sais, a priori, les mini-punks, moi, je voyais plus pour du 6-12 ans. Chaque enfant, il voit qu'est-ce qu'il veut. Les plus jeunes vont voir plus au premier degré. Puis les plus vieux vont peut-être avoir des référents différents où ça va donner une opportunité pour les parents ou autres personnes qui ont connu ça puis qui ont des référents de leur faire découvrir tout ça. Puis ça respecte beaucoup l'intelligence des enfants. Puis là, si vous me permettez, je vais ouvrir les fenêtres parce que je suis en train de mourir. Je sais pas si c'est vraiment mieux, mais au moins, il y a de l'air qui passe. Donc, désolée pour cette petite interruption. Donc, c'est ça. Alors, écoutez, je dirais que celui-là, dépendant des enfants, moi, j'ai regardé des visuels. J'ai vraiment aimé qu'est-ce que Cyrus a proposé. Je trouve que c'est une version... son travail a beaucoup évolué depuis Évoque la valise. Je trouve que ce qu'il est allé chercher là, c'est tout à fait en phase avec le texte. Après, il y a quand même des représentations visuelles qui sont un peu abstraites. On est vraiment dans la tristesse, les côtés sombres, la peur, qui, à la limite, je pense, pourrait marquer visuellement un enfant. Moi, je pense que si j'avais vu ça avec mon niveau de sensibilité, mettons, de 6-8 ans, c'est pas que j'aurais pas compris ce qu'est le spleen, c'est pas que le texte m'aurait pas parlé ou que j'aurais pas été heureuse d'avoir cette possibilité-là de m'exprimer sur le sujet. Mais il y a des trucs quand même assez intenses. Je vous mettrai des petites images en même temps que je parle. Donc, peut-être que si je dirais, j'irais peut-être plus avec 2e, 3e cycle du primaire, même 3e cycle du primaire. Mais ça pourrait être dès le 1er ou le 2e, dépendant de votre enfant, si l'enfant est accompagné, dans le sens juste que les images sont marquantes. Il n'y a pas rien de gore, c'est juste, c'est sombre et inquiétant et marquant visuellement. Mais c'est tout à fait approprié. Donc, excellent mini-punk. Je suis bien satisfaite de cet opus-là. Mon copain l'a adoré d'ailleurs. Puis c'est pas quelqu'un nécessairement qui lit de la jeunesse. Donc, c'est pour vous dire, c'est un fan fini de Leonard Cohen. Donc, je crois qu'il est allé chercher quand même quelque chose comme adulte que potentiellement, on n'aurait peut-être pas nécessairement pensé s'attendre dans un ouvrage pour la jeunesse. Ce qui prouve qu'il n'y a pas nécessairement de pour la jeunesse. C'était simplement un texte.
et qu'on fait confiance au lecteur, peu importe son âge, d'y arriver. En même temps, ça reste quand même simplifié. C'est sûr que le ton est là pour... On tutoie, dans le fond, le lecteur. On essaie justement de l'amener à se poser des questions sur sa façon sur une intériorité qu'il pourrait avoir, tout en voguant sur celle qu'on nous propose, qui est en fait l'intériorité qu'on imagine qui a été potentiellement l'espèce de créativité intérieure émotive de Leonard Cohen. Assez parlé sur celui-là. Après, dans ma pause tantôt, je me suis permis de lire une nouveauté, je crois que c'est une nouveauté, oui, qui est parue aux éditions 2. Et c'est, j'ai oublié, Une nuit dans la tête, je pense, de Frank Sylvestre. C'est un nom composé. Je vais mettre les deux créateurs. En plus, j'ai pris la peine de le lire plusieurs fois pour m'en souvenir, les noms des créateurs et créatrices. Puis, je sais pas, là, je vous en ai parlé, ça vient partie du cerveau. Donc, voilà. Donc, Une nuit dans la tête aux éditions 2 de ces deux créateurs et créatrices. Et on va suivre un jeune enfant, on imagine, qui s'appelle Chouya et qui nous décrit comment ça se passe dans sa tête. Puis ce qu'il nous dit, c'est que dans sa tête, c'est la nuit, dans sa tête, c'est le vide. Puis au fur et à mesure, c'est vraiment, ça fonctionne c'est de la prose poétique, c'est en vers libre en fait, plutôt, ce livre-là. Donc, il va nous amener dans son quotidien, mais comment lui le reçoit. On perçoit que c'est un enfant ou en tout cas une jeune personne qui n'arrive pas à être en contact avec l'extérieur. Il est comme un peu enfermé entre quatre murs. Assez qu'au départ, je me disais, est-ce qu'on nous parle d'un enfant qui est genre séquestré? J'ai pas lu, ce qui avait été dit sur ce livre-là. Puis à l'arrière, pour les collections 2, c'est toujours juste un extrait du texte, donc c'est pas un résumé, donc je ne peux pas savoir nécessairement de quoi ça parlait. Puis évidemment, éventuellement, on va finir par comprendre que c'est un enfant autiste, mais visiblement très enfermé. Donc, dépendant du portrait du spectre de l'autisme, puis c'est quoi ses caractéristiques. Il semble avoir une capacité à communiquer, mais pas avec aisance. Il a de la misère à former ses mots. Il a pas de la misère à les concevoir dans son cerveau, mais il a de la misère à les former. Et on va le voir évoluer, dans le fond, comment, il y a des parents qui semblent aimants, mais il nous décrit comment il perçoit les choses entre ces quatre murs de noirceur et de vide. Il nous décrit comment un médecin comment il a perçu le diagnostic fait par un médecin qui dit que le médecin a regardé dans sa tête puis qu'il a juste vu du vide. C'est troublant parce que des fois on peut mettre en mots des choses puis comment quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne pas de la même façon que quelqu'un qui n'est pas neurodivergent, que ça va être reçu étrangement, en fait, compte. Puis, en fait, on va le voir malheureusement au quotidien dans une école régulière où il est comme là en espèce d'immersion. On voit beaucoup l'ignorance des gens qui veulent côtoyer, des enseignants, du directeur. Il va finir par ne plus être en mesure d'aller à cette école-là parce qu'évidemment, il se fait beaucoup... il se fait pas comprendre, il se fait maltraiter, tout ça, par les enfants qui comprennent pas puis qui considèrent que c'est juste un simple d'esprit, alors qu'en fait, lui, dans sa tête, il est juste pris entre quatre murs puis il arrive à percevoir. Il fonctionne avec en haut, en bas, à gauche, à droite pour qu'est-ce qui est comme ses accès au monde réel et irréel. Et éventuellement, il va finir par arriver dans ce qu'on comprend être une espèce de maison, une espèce de pension hebdomadaire, en fin de compte, qui, je crois, ne semble s'occuper que de personnes neurodivergentes, avec différents types de neurodivergence. Et il va faire la rencontre d'une fameuse Zoé, qui, elle aussi, a visiblement un peu une nuit dans sa tête, comme lui, comme il met dans ses mots, mais ça s'exprime différemment. Et c'est là qu'on va voir l'enfant, en fait, s'ouvrir, arriver à trouver des pistes vers cet extérieur-là, sans nécessairement qu'on l'y force, qui va trouver lui-même, en fait, les chemins pour arriver un peu à entrer en communication. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant que je l'ai acheté sur le champ, ce livre. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer, je l'ai ici. Je l'ai acheté. C'était émouvant, c'était troublant, mais en même temps, c'est si bien écrit. Dans la biographie de l'auteur, on semble évoquer qu'il vit avec une certaine neurodivergence. J'ai aucune idée si on parle d'autisme, je n'ai pas poussé. La façon dont c'est décrit, ça semble peut-être émerger de quelque chose qui potentiellement est vécu de l'intérieur, entre guillemets. Donc, quelqu'un qui a une expérience particulière de ce type de vie-là. Bon, après,
mais c'est pas nécessairement le cas. Mais en tout cas, ça sonne comme ça, donc ça sonne juste. Donc, ça sonne pas vraiment comme quelqu'un de neurotypique qui a essayé d'imaginer comment quelqu'un de neurodivergent pouvait voir ou percevoir le monde et percevoir son propre état par rapport à ce monde-là auquel il n'a pas nécessairement, qui n'arrive pas à accéder en raison de comment c'est configuré dans son cerveau. Donc, c'est ça qui me fait dire que peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être en lien, en certaines parties, soit vécu directement par l'auteur ou peut-être qu'il a vécu avec des personnes qui vivaient avec ça. Mais dans sa biographie, on met quand même le mot neurodivergence. Donc, peut-être que c'est son cas. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré cette plume-là. C'est une plume par petites touches, un peu comme on pourrait imaginer être une approche tranquille, pas tranquille, mais une approche douce, lente et respectueuse d'une personne qui, en fait, n'a pas les mêmes repères qu'un neuroatypique. Donc, je trouve que ça nous permet, comme lecteurs, nous autres, malgré le fait que c'est la dynamique d'un enfant qui est enfermé, se sent enfermé dans sa neurodivergence, jusqu'à ce qu'éventuellement, il rencontre un entourage ou un climat qui fait en sorte qu'il va plutôt en arriver à fonctionner pas fonctionner, mais disons jouer à partir de sa neurodivergence plutôt que de se sentir enfermé dedans totalement, ben ça nous permet en fait de justement vivre ça de l'intérieur. Puis c'est sûr que ça fait surgir des émotions. C'est pas quelque chose avec lesquelles moi je vis comme réalité, la neurodivergence, mais en tout cas, si ça ressemble un peu à ça, on peut pas rester indifférent à ça. C'est super émouvant. En même temps, évidemment, comme c'est vraiment à hauteur de personnages vivant avec une neurodivergence, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un peu comme du pointillisme, on dirait, dans la narration, parce que c'est vraiment des petites touches, puis éventuellement, on finit par percevoir de façon différente qu'est-ce que le personnage essaie de nous raconter, qui est en fait comment il perçoit, lui, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est quand même une histoire qui, aussi, en arrière-fond, pourrait nous dire, ben, si on y va un petit peu plus loin, ben, c'est aussi l'histoire d'un enfant qui doit être placé dans un centre de soins différent qu'une école régulière. L'enfant retourne à la maison la fin de semaine, puis c'est pas parce que ses parents se sentent pas capables d'en prendre soin, c'est juste qu'ils sentent que peut-être qu'un lieu différent pour lui pendant la semaine avec des personnes qui soit vivent une neurodivergence similaire ou des intervenants qui savent comment approcher, ça pourrait le permettre de justement essayer de s'épanouir dans le cadre de neurodivergence dans lequel il évolue. Donc, c'est quand même pas facile. Mais comme c'est fait on a juste une version. La narration nous propose seulement la version de l'enfant. Puis c'est une version qui est comme tellement, je trouve, comme quoi on n'est pas obligé, puis ça revient encore à mon point. C'est une version qui fait absolument confiance au lecteur. Absolument. Totalement. Parce que, je veux dire, tout n'est pas dit. En fait, la plupart des choses ne sont pas dites. Et pourtant, sont suffisamment évoquées pour qu'on ait une certaine idée qui n'est pas intellectualisée, mais qui est perçue de ce que le personnage vit. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'est vraiment un bijou. C'est absolument un coup de cœur pour moi. Je trouve que ça vaut la peine de mettre la main dessus. C'est éditeur québécois, édition 2. C'est une petite plaquette. Je pense que ça prend une centaine de pages. C'est assez rapidement. Puis les illustrations qui ont été proposées, c'est des illustrations vraiment un peu en masse de noir. Un peu comme des Rorschach, je pense, les tests qu'on a dans les psychologies, en psychologue, chez un psychologue avec des espèces de tâches, voir qu'est-ce qu'on perçoit. C'est pas exactement ça, mais ça me donnait cette impression-là. Comme si on y allait vraiment avec ces tâches-là, qu'est-ce qui, pour nous autres, pour quelqu'un, ça peut vouloir dire quelque chose, puis une autre personne va voir autre chose dans ces tâches-là. Fait que je trouvais que c'est une bonne façon, justement, d'amener le lecteur à se dire, OK, mais dans le fond, je suis vraiment dans la tête d'une personne neurodivergente. Donc, voilà. C'était une super lecture. Je ne sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais c'était trop excellent. Puis c'est sur cette lecture, je pense que je vais clore le vlog parce qu'en fin de compte, même si j'ai pas terminé ma lecture en cours, ben, vous l'aurez dans le prochain vlog, qu'est-ce que vous voulez. Le nombre de minutes est quand même assez long en ce moment du vlog parce que je vous ai fait quand même le 12 août. Donc, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour vous, cette semaine-là, un peu étrange et différente dans ces propositions livresques. J'espère que vous aurez envie de découvrir les titres dont je vous ai parlé, qui sont dans certains cas, dans le cas de 2, en tout cas des nouveautés chez les éditeurs québécois. N'hésitez pas à mentionner en commentaire si jamais vous avez fait des découvertes lors de la journée du 12 août ou autre, tout simplement. Ça va me faire plaisir de vous lire. Puis ben, j'espère, comme toujours, que vous avez
des superbes lectures sur le coude. Puis on se dit à la prochaine.